Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Petite parenthèse avant de démarrer cet épisode. Si tu te reconnais dans ces conversations sur l'hypersensibilité, dans tous les épisodes et dans tout ce que je partage sur les sensations, les émotions et les pensées qui tournent en boucle, tu pourrais être intéressé par mon livre « Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée ». J'y partage les outils que j'ai créés pour moi et que j'utilise avec mes clients, les hypersensibles et les autres. Pas de solution toute faite, mais une approche pour comprendre, accepter et transformer ta sensibilité à ta façon. Tous les détails sont dans la description du podcast. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Guillaume. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Qui je suis? Ça, c'est une vaste question. Guillaume, 21 ans, avec 20 ans de plus, donc 41, chauve, et surtout passionné du cerveau humain depuis bientôt 25 ans. Et donc, quand je veux me la raconter aux apéros, j'explique que je suis expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées. Ça fait toujours bien. Mais si on essaie de le rendre un peu plus compréhensible, en gros, c'est de comprendre comment, en tant qu'être humain, fonctionne notre cerveau et comment il prend des décisions pour qu'on puisse induire, en fait, des comportements qu'on recherche et sortir de cette guéguerre d'argumentation ou de chercher à convaincre. Donc voilà, c'est de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est vrai que toi, l'aspect décisionnel, en fait, il est très important pour toi. Tu en parles beaucoup dans BMO, qui est ton bébé, je pense. Moi, j'ai une petite question justement sur l'identité. Tu dis souvent, en tout cas moi qui ai suivi beaucoup de tes formations, on est ce qu'on fait et on fait ce qu'on est. Comment tu peux nous expliquer ça, peut-être à ton niveau, à ton point de vue, avec les neurosciences en background ? Donc, si j'ai bien compris, on est parti pour 7 heures, c'est ça ? Donc, nous allons développer un point. Non, en fait, c'est une phrase qui peut paraître assez basique ou assez raccourcie, mais en réalité, elle a pas mal de degrés de profondeur derrière ça. Parce que si tu demandes à quelqu'un qui es-tu, tu vois qu'en fait c'est très difficile à répondre comme question. Tu remarqueras, là je me suis amusé un petit peu en donnant des caractéristiques et d'âge. Je sais plus si j'ai précisé que j'étais chauve. Ça peut être des caractéristiques physiques, ça peut être des titres professionnels ou un état sociétal ou social par rang 2. Donc c'est très très difficile en fait de réussir à définir qui on est. Mais derrière ça, c'est pour ça que j'aime bien la notion de faire, c'est que plutôt que de se coller des étiquettes, plutôt que de se raconter une histoire, c'est plutôt d'être capable de pouvoir s'observer et s'observer à travers ce que l'on fait. Et finalement, qui on est, on est ce que l'on fait, c'est-à-dire la façon que l'on a de faire les choses. Si jamais je m'énerve contre quelqu'un, la façon que j'ai d'interagir avec elle définit le fait que, objectivement, je suis énervé. Je suis quelqu'un qui va être à ce moment-là énervé. On aura peut-être l'occasion de développer un petit peu ça, mais qu'est-ce que c'est que être aussi dans la temporalité ? Si j'ai été courageux il y a 3 ans et que depuis 3 ans j'ai jamais fait acte de courage, est-ce qu'aujourd'hui je peux définir que je suis courageux ? Donc il y a aussi ces notions de temporalité. Et j'aime bien cette notion autour de faire, la capacité d'observer ce que l'on fait pour réussir à définir avec bienveillance qui on est. Bienveillance quand on a la capacité à poser un regard plutôt sympathique sur soi, ou plutôt que se dire je fais ou je ne fais pas, parce que quelque part on pourrait aussi se définir par la négative, je ne fais pas. Alors dans le positif ou le négatif, c'est-à-dire que je ne fais pas ça qui est une chose négative et du coup c'est positif, ou je ne fais pas ça et j'aimerais bien le faire et du coup c'est un jugement plutôt négatif. Totalement, mais être bienveillant, ça veut pas dire forcément être toujours positif. Être bienveillant, c'est pour moi, par exemple, je peux, avec bienveillance, considérer, alors c'était pas le cas, mais j'aurais pu très bien m'agacer sur mes filles ce matin parce que, comme tous les matins, elles ne se préparent pas assez vite et que je leur avais demandé de se brosser les dents et qu'il a fallu que je le répète 3 fois, etc., tu vois. Et finalement, je peux m'observer en train de faire ça et de me dire, finalement, je suis
Je suis un papa assez autoritaire ou je suis impatient, par exemple. Mais je peux porter un regard sur le fait d'être impatient avec bienveillance. C'est en me disant, sans chercher à me culpabiliser derrière, mais plutôt à me demander comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser. Si je n'ai pas envie d'être un papa impatient, comment est-ce que je peux réussir à m'organiser ou à organiser mon espace pour éviter de faire preuve d'impatience le lendemain et donc pouvoir définir le lendemain en observant ce que j'ai fait, me dire tiens, aujourd'hui j'ai réussi à être un papa patient et pas tomber dans la culpabilité et c'est là qu'on perd la bienveillance en se disant oh là là je suis impatient mais c'est pas bien, pourquoi je fais ça, tu vois. Donc la bienveillance pour moi c'est pas tant à savoir est-ce que ce que je fais est positif ou négatif, c'est plutôt encore une fois la façon dont je vais aborder les choses. C'est pas tellement le côté est-ce que c'est positif ou négatif, mais le jugement qu'on peut porter dessus finalement. Parce que tu peux faire quelque chose que certaines personnes vont juger bien et que toi, tu vas pas forcément juger comme quelque chose qui te fait du bien ou qui est bon pour toi. Ou alors, tu ne vas pas le voir. Tu peux passer à côté aussi. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu vois, tu disais certaines personnes vont juger que c'est bien et toi, éventuellement, tu vas juger que c'est pas bien. Mais qui te définit? Les autres ou toi? C'est une autre question. Si on revient à la question qui on est, je sais plus combien, 7 ou 8 milliards, je crois qu'on a passé la barre des 8 milliards sur Terre. On est 8 milliards de personnes différentes aux yeux des autres. Et donc, de fait, est-ce que c'est vraiment important de savoir qui on est pour l'autre? À mon sens, il faut déjà savoir qui on est pour soi. Passer par cette grille d'analyse, parce que c'est une grille d'analyse de ce que je fais, c'est un point de vue qu'on prend. C'est-à-dire, ce que je fais me définit et du coup, je regarde ça. Mais quelque part, là encore, notre cerveau, il va filtrer les éléments. Il va se focaliser sur certaines choses et pas sur d'autres qui peuvent finalement aussi entraîner des biais dans la façon dont on s'identifie par rapport à ce qu'on fait. Totalement. On a tous nos systèmes de valeurs, de vertus. Et ces valeurs et ces vertus vont nous amener à porter un regard particulier sur ce que l'on fait. Mais justement, parce qu'on porte un regard particulier sur ce que l'on fait à travers nos valeurs, nos vertus, notre éducation, notre bain socio-éducatif, culturel, l'expérience personnelle, etc., etc. Finalement, c'est tout ça qui nourrit le regard que l'on porte sur les choses, qui vont nous amener à juger ou à évaluer oui, plutôt évaluer, je préfère ce terme-là d'ailleurs, notre façon de faire. Tu parlais aussi de focus et ça m'amène à un point là qui est super important, c'est la notion de faire. En fait, quand je dis que on est ce que l'on fait et on fait ce que l'on est, on est ce qu'on fait. On nous a mal orienté le verbe faire en fait dans le bain socio-éducatif et surtout scolaire, c'est que on nous définissait à travers le faire par la nature du résultat. Je donne un exemple très simple. Oui. Tu prends deux élèves, t'as Brian et Dupont, cours d'anglais. Brian, t'as le prof d'anglais qui arrive, qui remet une interro et qui, l'interro étant le résultat du faire, et le prof d'anglais va dire à Brian, magnifique, comme d'habitude, 19 sur 20, félicitations. Avec ce résultat du faire, alors, Brian est défini comme un bon élève. Puis t'as Dupont. Le prof d'anglais arrive à côté de lui. Dupont. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? 3 sur 20. C'est décevant. Et là, le résultat du faire amène à définir Dupont comme un mauvais élève en anglais. Oui, mais c'est complètement faux. Si on focalise sur le résultat, c'est faux. Pourquoi? Parce que Brian, en fait, son père est français, sa mère est anglaise, et depuis qu'il est né, à la maison, ça parle simultanément français et anglais. Donc, il est natif bilingue. Il a rien foutu pour avoir ce 19. C'est juste qu'il a juste suivi son chemin de vie, et tu lui files une copie en anglais, il te la répond naturellement de façon native. En revanche, Dupont, lui, c'est l'aîné d'une fratrie de 5. Ils vivent à 7, du coup, dans un appartement de 45 mètres carrés. Il aide ses parents jusqu'à 22, 23 heures pour s'occuper de tous les gamins. Et c'est une fois que tout le monde dort qu'il essaye à 23 heures, tant bien que mal, de faire tous les soirs ses devoirs. Et forcément, il est épuisé et c'est pas très efficient. N'empêche que tous les soirs, il persévère. Il a jamais loupé une soirée. C'est un super bon élève. C'est-à-dire que plutôt que de regarder le résultat du faire, qui ne dépend pas que de toi, il faut regarder la façon de faire. Et ça, la façon de faire, dépend intrinsèquement de qui tu es, de tes valeurs, de tes codes, de là où t'en es. Tu peux être aussi épuisé. Et ça va vraiment définir qui tu es. Faire est un verbe d'action. Ce n'est pas un adjectif descriptif d'un résultat. Et d'ailleurs, si on sacrifie notre façon de faire au profit du résultat, on appelle ça vendre son âme au diable. La façon de faire définit qui on est.
Donc, tu peux très bien te dire que tu cours 2 kilomètres 2 fois par semaine à, 6 kilomètres heure et te définir comme un coureur parce que tu le fais régulièrement. Ce qui va te définir, c'est la régularité pour toi? Alors, t'amènes encore autre chose. Justement, j'y ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Je me suis amusé à vous dire, si j'ai été courageux il y a 3 ans, est-ce qu'aujourd'hui, je peux considérer que je le suis? En fait, tous les jours, on peut réécrire qui on est. Si on se pose, moi, il y a un exercice que j'adore faire, ou les gens que j'accompagne, j'adore faire cet exercice-là. Tous les soirs, je vais m'amuser à réfléchir à ce que j'ai fait dans la journée, et surtout à la façon dont je l'ai fait. Et en regardant la façon dont je l'ai fait, ça me permet de savoir qui j'ai été aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'a plu dans qui j'ai été, et qu'est-ce qui m'a déplu. Et dans ce qui m'a déplu, du coup, je réfléchis en me disant, demain, comment est-ce que je peux m'organiser pour pouvoir reprendre ce type d'action, mais dans la façon dont j'ai envie d'être. Pour pouvoir me coucher le lendemain soir en me disant, par exemple, si j'avais été impatient ce matin avec mes filles, j'aurais réfléchi à comment demain matin je peux essayer de m'organiser, peut-être pour avoir plus de temps, pour avoir peut-être un moment de câlin qui vont faire que ça va les apaiser, etc. Tu vois, je vais essayer de réfléchir à une autre façon dont je peux m'organiser pour que demain soir, je puisse me coucher et me dire, aujourd'hui, j'ai été un papa patient, aimant, proche, à l'écoute, etc., etc. Ce qui fait que tous les jours, et je trouve ça très déculpabilisant et très aidant dans la bienveillance, c'est que tous les jours, j'ai la possibilité de faire différemment et donc d'être quelqu'un de différent. Maintenant, par rapport à cette notion de temporalité, il y a qui on peut être chaque jour et qui on est à travers le temps. Et si tous les soirs, tu prends tes notes comme ça et que tu regardes à travers la façon que tu as eu de faire les choses et que tu as des schémas récurrents, si par exemple, si j'ai été un papa patient qu'une fois dans la semaine, à travers des mois, j'aurais du mal à travers le temps à me définir comme un papa patient. En revanche, si 5 jours sur 7, en général, je suis un papa patient, alors oui, effectivement, je vais pouvoir essayer de me définir à travers le temps comme étant un papa patient. Tu vois, donc c'est plutôt la récurrence des façons de faire qui nous permettent de savoir qui on est à travers le temps, sachant qu'on peut réécrire une nouvelle version chaque jour. Ouais, je vois. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on est en processus d'amélioration continue si on a envie de le faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on a envie de le faire, si on peut très bien mettre des choses un peu dans l'angle mort, parce qu'on peut pas forcément tout travailler, mais cette méthode, elle te permet de repartir à chaque fois d'une page blanche, entre guillemets, puisque tu réécris ta journée, mais t'as quand même le début de ton roman qui a été posé, et tu décides à la fois ce que tu veux faire autrement, mais ce que tu veux faire de la même façon pour le renforcer. Exactement. Et le fait de venir renforcer, de ramener cette façon de faire de façon régulière, eh bien, ça va avoir un impact effectivement sur notre cerveau qui va venir se moduler progressivement pour pouvoir automatiser cette façon de faire et qu'ensuite elle soit incarnée sans avoir plus besoin d'y penser. Donc là, c'est un peu la neuroplasticité, et plus on le fait, plus ça devient facile pour notre cerveau de le faire. Exactement. Et la neuroplasticité, attention, elle est permanente. Donc on élague, en fait, on laisse tous les chemins qui ne sont pas empruntés, prennent des mauvaises herbes, etc., et donc ralentissent le flux. Et tous les chemins qu'on emprunte régulièrement, nos circuits neuronaux, eux, ça va de plus en plus vite, et du coup, c'est de plus en plus facile. Il y a cette sensation de facilité qui vient avec. Oui, complètement. Plus tu vas renforcer un comportement, plus tu vas activer des voies neuronales qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce renforcement, ce comportement. Et en fait, tout simplement, le cerveau va démultiplier les neurones, créer des nouvelles voies neuronales en démultipliant les neurones pour que l'information circule plus facilement, plus librement, plus rapidement. Donc effectivement, petit à petit, on va pouvoir automatiser, rendre cette façon de faire de plus en plus simple, et ça à tous les âges. Faut pas croire que, alors bien sûr, les enfants, jusqu'à 25 ans, la neuroplasticité est énorme, mais ça veut pas dire qu'après elle s'arrête. Elle continue à opérer dans le temps jusqu'à la fin de notre vie. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, moi je trouve, effectivement, même si on a un déclin neuronal, j'en parlais avec une autre neuroscientifique et qui disait finalement, c'est pas une fatalité du tout le déclin neuronal, c'est au contraire, en fait on va se spécialiser aussi, et plus on apprend, plus on génère, oui on a moins de neurones, mais on les occupe mieux quelque part, si je résume un peu ce qu'elle disait. Exactement, en fait notre cerveau s'expertise à nos environnements par la répétition, et donc effectivement ça va amener des pertes neuronales, mais les neurones qui sont présents et ceux que l'on va créer pour renforcer les voies neuronales sont de plus en plus efficaces. Donc il y a plein d'espoir. Oh oui.
Et il y a beaucoup de gens, de psy, de coachs qui disent que voilà, en fait, le pouvoir est aussi dans les petites actions. Est-ce que tu penses que ces petites actions qu'on répète régulièrement peuvent avoir un impact et peuvent changer l'image qu'on porte sur nous-mêmes? Alors oui, effectivement, en fait, ce qui est super important, c'est la répétition. Mais dans tout ce qu'on fait, en fait, en permanence, la répétition d'une petite chose sera beaucoup plus efficace qu'une grosse action à un instant T. Donc ce travail de petites tâches, de petites répétitions, en fait, encore une fois de plus, le cerveau fait pas, il n'y a pas une énorme différence pour notre cerveau entre une grosse tâche à un instant T ou une petite tâche à un moment. Tout simplement parce que les voies neuronales ont besoin d'être activées. Ça fera peut-être une différence sur le corps, sur le physique, mais sur notre cerveau, le but du jeu, c'est d'activer les voies. Plus tu les actives, et régulièrement, plus les voies neuronales vont se renforcer. Donc, si tu fais une grosse tâche qui nécessite beaucoup d'énergie en une fois, en réalité, tu as activé une fois tes voies neuronales. Si en revanche, tu as fait 30, 40 fois juste une toute petite tâche, mais qui active les mêmes voies, eh bien, pour ton cerveau, il y a eu 30 ou 40 activations. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et le cerveau, il préfère les petites tâches aux grosses parce que la grosse, ça va lui générer beaucoup de conso d'énergie. Si en plus le résultat est pas forcément ce que, pas lui, mais nous attendions, en fait, il va faire un peu un calcul, une équation en disant beaucoup d'énergie pour peu de résultats et du coup, j'ai pas l'habitude classer, je passe à autre chose. Exactement. En fait, notre cerveau, on est conditionné pour, alors, on aime bien s'amuser à provoquer en disant on est conditionné pour être des feignants. En réalité, derrière cette logique de fainéantise, il y a surtout pour notre cerveau une nécessité fondamentale à bien gérer nos ressources. Parce que il y a des millions d'années, on pouvait pas recharger nos ressources comme on peut le faire généralement aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, la gestion des ressources est essentielle et tout ce qui va lui consommer de la ressource, il sera plutôt aversif. Donc, quand on consomme de la ressource, il faut un bénéfice en face. S'il n'y a pas de bénéfice, alors on n'engagera pas la ressource. Et si jamais je dois engager une grosse ressource, alors je veux une certitude en face d'un gros bénéfice. Oui, mais quand je peux pas avoir la certitude de ce gros bénéfice, du coup, j'y vais pas. Alors que si j'engage un tout petit peu de ressources, même si j'ai un peu un doute sur le bénéfice, j'aurais plutôt tendance à quand même accepter de tenter au moins l'expérience pour voir ce que ça donne. Donc oui, d'un point de vue de notre cerveau, ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là. Et là encore, c'est un peu, ça reboucle la boucle par rapport à ce que tu disais entre la différence entre faire et le résultat. C'est-à-dire que, effectivement, si on se défocalise, nous, du résultat sur une petite habitude, ce sera plus facile pour notre cerveau de l'accepter, entre guillemets, que sur un gros changement. Oui, et puis en fait, la récompense en elle-même, elle va arriver très très vite si on regarde la façon de faire. Parce que la façon de faire va te permettre d'être une certaine expression de toi. Et si tu regardes de suite, indépendamment du résultat, une façon de faire que tu as eue qui correspond à qui tu as envie d'être, alors tu vas te reconnaître et alors tu vas avoir de suite cette sensation de fierté, de plaisir, d'avoir réussi à être au moins déjà aujourd'hui qui tu as envie d'être. Donc finalement, la récompense, elle est immédiate, indépendamment du résultat. Et donc, tu fais, oui. À partir du moment où tu es quand même un peu dans ce retour sur soi, dans cette position méta, où tu ramènes à la conscience de ton cerveau et à ta conscience que tu as fait ça. Si tu le fais sans conscience, finalement... ça n'amènera à rien. En fait, cette conscientisation, c'est le fait d'être capable de se reconnaître dans ce qu'on a voulu exprimer de soi. Et ça, c'est la mécanique, c'est cette mécanique de reconnaissance de soi qui va donner son efficacité à la méthode. Et alors, pourquoi, parfois, on fait l'inverse de ce qu'on dit vouloir faire ou de ce qu'on voudrait faire? Parce que la raison n'a jamais été à l'origine d'aucune de nos décisions ou de nos comportements. Je t'amène sur la décision volontairement, parce que je sais que c'est un gros point. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important d'en parler, notamment parce que pour les personnes qui sont un peu dans un moment fragile ou qui ont une fragilité mentale, le « je fais ce que je suis et je suis ce que je fais » peut avoir un côté très culpabilisant quand t'es dépressif, que t'arrives à rien faire le matin, etc. Même si, effectivement, on voit bien que toutes ces petites actions, il y a plein d'études qui prouvent que une mini-action, en fait, dans la journée d'un dépressif améliore son bien-être sur le long terme. Et là, il y a des groupes témoins qui prouvent que ça fonctionne vraiment. Donc déjà, on se fout un peu la paix et on a le droit de pas aller bien dans certaines périodes de sa vie. Mais du coup, voilà, comment on peut déculpabiliser les gens qui arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire et comment les amener à comprendre ce qui se passe derrière parfois. Alors, c'est un gros concept. Donc, on va essayer de l'aborder en quelques mots simples. En gros, lorsque l'on perçoit quelque chose dans notre environnement,
Ce quelque chose est d'abord évalué par notre cerveau. Et notre cerveau va prendre déjà une première décision là-dessus. Ça se joue entre 40 et 230 millisecondes. Et ça, ensuite, c'est hors du champ de conscience complètement. C'est hors du champ de conscience. Il nous faut plus de temps, en fait, pour conscientiser les choses. Donc, notre cerveau perçoit quelque chose, il se demande, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Si c'est bon, je le prends. Si je le prends pas, si c'est bon, je vais y arriver. J'y vais, je m'engage. Si jamais c'est pas bon pour moi, alors je vais avoir une sensation aversive et je vais avoir tendance à le rejeter. C'est une première décision ultra basique de notre cerveau, mais qui est vraiment à l'origine de ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que ce premier temps décisionnel va créer des états de tension en nous, et ce sont ces états de tension-là, réalité, qui nous mettent en mouvement. Et quand tu dis juste état de tension, parce que tension, des fois, ça peut avoir une connotation négative, là, on peut être dans une tension positive, c'est-à-dire je me mets en mouvement parce que je suis motivé, etc., ou une tension négative où j'ai pas envie, je le mets de côté. Oui, c'est ça. Pour bien définir tension, en gros, d'un côté, on a le désir, l'envie, ce truc positif, et de l'autre côté, aversif, fuite, combat, peur, voilà, ce sont des états de tension bien particuliers. Et ces états de tension, ils sont fondamentaux parce que c'est ces états de tension-là qui nous mettent en mouvement. Et le mouvement, c'est notre façon de nous adapter pour être en vie. Donc, ces états de tension sont fondamentaux. Et ce sont ces états de tension-là qui nous mettent en mouvement. Ensuite, il y a une petite part de ces décisions qui vont être portées à notre conscience. Et c'est à ce moment-là, nous, qu'on a l'impression de décider, qu'on a l'impression d'être à l'origine. Notre conscience a l'impression d'être à l'origine de ce qu'elle fait. Et en plus, elle lui applique du sens, elle lui applique de la raison. Mais finalement, cette raison, c'est un peu une illusion que l'on se crée, une histoire que l'on se raconte pour essayer de justifier ces états de tension. Ces états de tension, ils ont une base, ils ont une logique, ils ont un fonctionnement qui n'est pas basé sur la raison, mais qui est basé sur des états d'addiction. Alors je sais que quand on parle d'addiction, les gens sortent les griffes, c'est plutôt logique parce que quand le grand public entend parler des addictions, ils entendent ça à travers l'addictologie et plutôt l'étude des cas des pathologies cliniques addictives. Donc ce sont des dysfonctionnements en réalité. La mécanique addictive, c'est la chose la plus belle au monde qui puisse exister, puisque cette mécanique addictive, c'est ce qui crée en nous des états de tension qui nous mettent en mouvement, et cette mise en mouvement crée la vie, etc., on vient de le dire. Donc, ce premier temps décisionnel dépend de mécanismes addictifs profonds en nous, qui vont guider ce que l'on va faire, qu'après on va rationaliser. Mais des fois, notre raison nous dit, notre conscience, en fait, a cette autonomie un peu sur elle-même, et elle va dire, non, mais en fait... le matin, il faut pas que je m'agace parce que je reviens à l'exemple de mes filles. Tout le monde croit que je m'énerve avec mes filles le matin, c'est pas grave. 10 fois que je leur demande. Et là, ma raison me dit non, mais il faut pas que tu t'énerves. Il faut que tu restes calme, c'est contre-productif, blablabla. Oui, c'est bien, c'est gentil, la raison. Tu sais, c'est comme un petit voile d'illusion comme ça qui te dit ce que tu dois faire. Mais ton cerveau et ton corps ne fonctionnent pas sur cette mécanique-là. Les enfants, à ce moment-là, nous font perdre du temps. On a peur d'être en retard. On a peur que l'école soit fermée. Et en fait, toutes ces peurs créent en nous des états de tension aversives, des choses que l'on ne supporte pas. Et ces états de tension aversives vont être à l'origine de notre mise en mouvement. Mmh. Et ce qui fait que à ce moment-là, oui, ça me paraît tout à fait logique à un moment donné de m'énerver. Je sais que c'est pas bien, mais en même temps, elles écoutent rien aussi. Et donc, je vais simplement essayer de rationaliser. Une fois que ces états de tension vont être redescendus, alors la petite voix de conscience va reprendre sa haute valeur morale pour nous faire la leçon en disant « Oh, tu t'es encore énervé, c'est pas bien ». Oui, mais ça, c'est juste une illusion, c'est une histoire que l'on se raconte. Ce n'est pas ça qui est à l'origine de la mise en mouvement. Donc, ce qui est vraiment super important, c'est on peut changer ces états de tension, on peut travailler là-dessus. D'ailleurs, le petit exercice dont on a parlé tout à l'heure, en réalité, a un énorme impact sur ces états de tension. Donc, c'est pas une fatalité, mais il faut aussi apprendre à se déculpabiliser. Je pense que la pire phrase qu'on ait pu nous enseigner, en tout cas si certains l'ont eu, c'est la phrase de « quand on veut, on peut ». Non, c'est totalement faux. Quand on veut, on peut est la pire phrase que l'on peut donner aux gens. Pourquoi ? Parce que des fois, ces états de tension sont tellement puissants que la conscience elle-même ne peut pas les désactiver. Et donc, ça va finalement nous amener à agir alors qu'on sait qu'on a tort de le faire. Attention, se déculpabiliser ne veut pas dire ne rien faire. Okay ? Ça, c'est quand même vachement important. Mais il faut prendre conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser, loin de là, dans notre mise en mouvement, et que ça va être à travers le travail répété que l'on va pouvoir modifier petit à petit ces états profonds, ces états de tension. Et tu vois, c'est ça que j'avais peur que les gens entendent dans le « on fait ce qu'on est et on est ce qu'on fait », c'est je le réduis à finalement, quand on veut, on peut.
Et quelque part, je l'entends quand même, le quand on veut, on peut, mais dans une temporalité très lente et avec une bienveillance sur soi-même et pas que du fouet et du martinet pour te dire, tu vois, t'y arrives pas, fais un effort, etc. Alors que finalement, je fais ce que je suis et je suis ce que je fais, ça amène en fait une progression dans le temps. Et qui amène effectivement le côté mon cerveau est en train de se reprogrammer, les choses se font plus facilement et j'arrive à l'identité que j'aimerais avoir, sachant que elle est mouvante et que je vais encore bouger en fonction de ce que je fais. Totalement. Et il y a ce rapport effectivement au temps et de se donner le temps aux choses. On vit dans une société qui se veut être dans l'instantanéité, dans des temps courts, etc. Oui, mais la biologie, elle s'en fout des temps courts. La biologie, tu plantes une graine, et il faudra 3 mois pour que ça germe. Hein. Tu pourrais faire ce que tu veux, tu ne pourras pas changer la biologie. Et on s'inscrit nous dans cette biologie-là. Donc la biologie, elle est sur des temps beaucoup plus longs, parce qu'il n'y a pas l'instantanéité de notre société. Donc le rapport au temps est fondamental, mais il y a aussi autre chose, c'est que ce travail sur soi, sur qui on n'a pas l'obligation de le faire seul. On est façonné par nos environnements. On est des êtres socio-économiques. Et il y a non socio-économiques, sociaux. Donc l'être social a besoin de l'autre, fondamentalement besoin de l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, à la fois dans les environnements, mais aussi sur soi. L'école nous inculque qu'on doit y arriver par nous-mêmes et qu'on n'a pas le droit de copier sur notre petit camarade, faute de quoi on est nul. Donc sous-entendu, si tu le fais pas par toi-même, c'est que t'es nul. C'est ce qu'on nous bourre le crâne de 3 ans à 16, voire 25 ans. Donc ça nous a un peu formaté sur tu dois y arriver seul, sinon t'es pas à la hauteur. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. On est des êtres sociaux, on a besoin des autres, on évolue avec les autres. Donc savoir s'entourer, choisir les personnes avec qui on est prêt à faire ce chemin, avoir aussi des gens, des professionnels qui sont capables d'accompagner là-dedans. Donc c'est vraiment le métier. Ça n'a jamais été une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une grande preuve d'intelligence sociale. Donc on peut compléter la phrase, on fait ce qu'on est, on est ce qu'on fait, et on est aussi un peu la somme des personnes avec qui on est finalement, parce que notre environnement va nous influencer. Complètement, on est énormément façonné par notre environnement, on a plein de mécanismes neuronaux. Il suffit tout simplement d'observer ce que fait quelqu'un pour que notre cerveau en apprenne quelque chose, que je vais ensuite intégrer dans qui je suis. Donc à chaque fois que tu observes quelqu'un faire quelque chose, ton cerveau est en train d'apprendre ou d'imiter ce que l'autre est en train de faire pour savoir si ça vaut le coup ou pas de l'intégrer. Donc la simple observation, je parle même pas de l'interaction, du dialogue, de l'explication, la simple observation. Oui, d'où l'intérêt aussi d'avoir la possibilité de créer des environnements safe dans lesquels on se sent bien avec des personnes dont on partage les valeurs, etc. Parce que si on est dans un environnement qui effectivement est contre nos valeurs, à un moment, ça crée énormément de tensions. Ça crée énormément de tensions. Soit ça va créer des tensions qui vont ensuite se libérer par un mode combat-fuite. Soit je veux fuir, je veux plus y aller, machin. Ou alors je le rentre dedans. Ou alors, et je suis pas sûr que ce soit la meilleure des versions, petit à petit, on va finir par adopter ces valeurs qui n'étaient pas les nôtres. C'est 2 stratégies d'adaptation. En fait, il y a un écart et dans tous les cas, il faut réduire l'écart. Soit on réduit l'écart en détruisant l'autre point, soit en l'adoptant. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté addiction et l'exemple que tu prenais de tes filles. Excuse-moi, je sais que tu es un père bienveillant, mais de toute façon, en tant que parent, on a tous vécu ça et le matin, c'est quand même assez formidable. Justement parce que j'aimerais éclairer ce côté addiction pour que ce soit bien clair. Tu dis finalement, voilà, on s'énerve, on s'agace, on va peut-être leur crier dessus, etc. Donc là, entre guillemets, on libère la tension, qui est j'ai peur, etc. Ouais. Mais à quoi on est addict du coup dans ce moment-là au niveau hormones, etc. Alors à ce niveau-là, on est aversif. Okay. C'est une réaction aversive. L'aversion, c'est tout ce qu'on déteste, ce qu'on appelle les émotions négatives. Hein. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont dû faire l'intelligence émotionnelle et qu'on dit qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. En réalité, ce que l'on entend dans émotions négatives, c'est que ça vient activer ce que l'on appelle dans notre cerveau des circuits de l'aversion. Donc des choses que l'on déteste, que l'on ne supporte pas. La dernière fois que tu t'es tapé rappelez-vous la dernière fois que vous êtes tapé le petit doigt de pied sur l'angle de la table basse. Voilà, la sensation que l'on a là, ça s'appelle une sensation aversive. La douleur. Qui va produire des émotions, enfin un ressenti physiologique que l'on appelle émotions négatives. C'est dans ce sens-là qu'on les appelle négatives.
À l'inverse, les émotions dites positives, elles sont activées par les circuits de la récompense, qui à l'inverse sont des choses que l'on recherche, comme la joie, la confiance, la sympathie, l'amour, la fierté, tout ça. Ce sont des choses que l'on va rechercher. Ces choses, en fait, sont liées à des neurotransmetteurs. Notamment, dans ces neurotransmetteurs, il y a la dopamine, il y a l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Et ces neurotransmetteurs ont besoin d'être dans un taux de concentration particulier dans notre cerveau. Si ce taux de concentration est trop bas, alors on va sentir une tension de manque, et c'est ce qui va nous pousser à aller en chercher. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle la mécanique addictive. C'est-à-dire que si t'en as pas assez, t'as du manque. Si t'as du manque, ça crée un état de tension qui te pousse à aller chercher des conditions de déclenchement de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine, qui en réalité, nous, dans la conscientisation, se traduisent par, un moment de plaisir, ce petit carré de chocolat tellement réconfortant, ce câlin avec les enfants qui amène à produire énormément d'ocytocine, ce moment où, moi, je suis complètement reconnu pour qui je suis, où je me reconnais dans ce que je fais et qui vont me mettre un shoot de sérotonine, etc., etc. Et c'est ça, en fait, ce sont ces addictions à ces neurotransmetteurs que, dans la conscientisation, on intègre à travers la notion d'émotion, pour que ce soit cette fois-ci plutôt positive, que rechercher en tout cas. Et c'est à ça qu'on est addict, en fait. Et ça répond pas forcément à la raison. Non, je suis bien d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui, dans le fait de s'énerver dans ce moment-là, en fait, donc du coup, tu vas pas sécréter ni de la sérotonine, ni de la dopamine, ni rien. Donc, tu ne sécrètes pas d'hormones positives et tu es dans une émotion au ressenti négatif. Ouais. Donc là, c'est quoi l'addiction finalement? Parce que quelque part, c'est comme si tu étais contraint de le faire, quoi. Enfin, Mais à ce moment-là, t'es pas dans une mécanique addictive à ce moment-là. C'est après que tu vas l'être. Oui. En disant, je me suis encore énervé. Et donc là, tu es en train de frustrer une addiction. C'est-à-dire que se reconnaître en tant que bon parent va nous amener à satisfaire notre addiction à la sérotonine. Mm-hmm. Et clairement, là, tu as merdé ta stratégie. Donc tu vas être dans cette frustration et tu vas créer un manque de sérotonine à ce moment-là. Et là, par contre, conséquence, tu vas être dans une frustration d'une satisfaction addictive. Donc, tu vas avoir besoin d'aller chercher de la sérotonine. Donc, à ce moment-là, tu vas être dans une recherche addictive de satisfaction. Mais au moment où tu es dans cet état de tension aversif, et surtout dans son expression de l'aversion, oui, à ce moment-là, t'es pas du tout dans l'addictif, t'es dans l'aversif. Et c'est là où, quelque part, il peut y avoir quelque chose qui semble pas logique. Si t'es addict à ces hormones positives, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas être dans des comportements qui t'amènent à des hormones et des émotions que tu vas juger négatives? En fait, dans ton cerveau, il y a toujours deux grands états de tension qui s'opposent en permanence. T'as les tensions aversives et les tensions addictives. Et elles agissent en même temps. Et là, chez nous, on appelle ça l'inéquation décisionnelle. C'est ce qui détermine l'intention comportementale. Si la tension addictive est plus forte que la tension aversive, alors tu vas t'engager pour aller chercher ta satisfaction, satisfaire l'addiction. Si en revanche, la tension aversive est plus forte que la tension addictive, alors la libération de cette tension ou la satisfaction de cette tension va être de détruire le facteur aversif ou de fuir le facteur aversif. Donc, c'est le rapport de force entre les deux états de tension qui vont déterminer notre intention comportementale. Donc, si on résume, c'est que là, finalement, être un bon parent dans ce moment-là est moins fort que le fait de se sentir contraint par le stress, etc. Exactement. Et du coup, il n'y a que en ayant conscience de son comportement a posteriori qu'on va être peut-être dans cette recherche à nouveau de l'addiction de « j'ai envie d'être un bon parent » et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, entre guillemets, ça. Donc, trouver des astuces dans son quotidien qui vont nous permettre au fur et à mesure de devenir le meilleur parent qu'on a envie de devenir, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ok, bon, c'est clair, mais parce que tu vois, cette logique, je pense, d'addiction, je la comprends moi, mais c'est vrai que ça pouvait sembler un peu étrange dans cet exemple, mais effectivement, il faut bien comprendre que notre cerveau, finalement, il est très polarisé, j'aime pas, et quand effectivement on est dans l'aversif, la libération de l'émotion, agacement, tristesse, etc., va aussi apporter finalement peut-être un soulagement et va réaplanir la tension. Complètement. De toute façon, un état de tension, c'est un écart qu'il va falloir qu'on arrive à satisfaire. Soit c'est un écart aversif, et donc le but du jeu, c'est que l'aversion, en libérant l'état de tension, en se mettant en mouvement, on réduit la tension aversive,
Et c'est pour ça que, à un moment donné, tu poses une bonne gueulante. Ah, je sais que c'est pas bien, mais ça fait du bien. Tu vois, là, en fait, t'es venu diminuer l'aversion. Donc, il y a un apaisement parce que t'as diminué l'aversion. Ou alors, tu vas avoir une satisfaction parce que t'as un manque. Cette fois-ci, addictif. Donc, t'as un manque. Et la satisfaction va être liée à la réduction de ce manque. D'où, en fait, le lien avec on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. C'est bien au-delà de notre raison et de notre capacité à décider sur le moment. C'est lié à tout un tas de facteurs qui nous échappent, qui peuvent être aussi très bien juste je n'ai pas mangé et donc j'ai faim et donc à un moment, je n'ai pas assez dormi et donc forcément j'ai pas les ressources pour. Donc c'est pour ça que c'est aussi important et je pense que tous les vrais bons thérapeutes, accompagnants disent que le sommeil, le sport, la nourriture, c'est fondamental parce que c'est déjà la base. Fondamental, totalement. Si t'as pas d'énergie, tu peux pas créer le mouvement. Donc c'est absolument fondamental. Mais donc finalement, quand on ne fait pas ce qu'on veut, l'idée, ça va être de rechercher les différentes causes, c'est-à-dire aller réanalyser la situation et se dire qu'est-ce que je peux modifier comme paramètre dans cette situation pour arriver finalement à oui, je fais ce que j'ai envie d'être et je suis ce que je fais bref. Ça devient exactement. On est ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Et effectivement, c'est-à-dire que derrière cette rationalisation que l'on met, faut aller chercher ces états de tension profonds qui échappent à la raison. Et donc, on peut aller les chercher via des situations du quotidien toutes simples. À partir du moment où on décide de se focaliser sur qui on a envie d'être à travers ce qu'on fait, chaque situation est une opportunité de travailler sur soi. Exactement. Et c'est pour ça, si tu veux, à moins de connaître vraiment, d'être formé à la compréhension de ces états de tension profonds, le petit exercice que je me suis amusé à poser au départ, en réalité, quand on observe ce que l'on fait, on observe la façon qu'on a de se mettre en mouvement, et donc la façon qu'on a de se mettre en mouvement est directement induite par ces états de tension. Donc, si on n'a pas la connaissance nécessaire pour identifier en profondeur les états de tension, en revanche, chacun est capable de pouvoir poser un regard sur la façon qu'il a de faire, de se mettre en mouvement. Et donc, c'est déjà une super première étape, accessible à tous, qui permet de dépasser un petit peu la raison et de pouvoir se concentrer un peu plus sur la façon de faire, en réalité, sur nos états de tension. Et du coup, on peut amener de la bienveillance parce que là, un mini changement, si on sait le regarder avec toute la conscience, on va se dire voilà. C'est aussi ça, c'est aussi venir renforcer finalement ce mini changement par une vraie conscience et une conscience de positif, d'encouragement. Et ça va entraîner d'autres possibles changements si on continue et si on persévère. Exactement. Exactement. Pourquoi ? Parce que ces micro-changements sont liés à des micro-états de tension recherchés au départ. Et le fait d'aller les répéter, eh bien, ça va affiner la mécanique de ces états de tension qui vont nous permettre ensuite de pouvoir les répéter automatiquement. Et si, à un moment, on se trouve bloqué entre soi et soi, c'est là qu'en fait, poser la question autour de soi pour avoir un peu nos angles morts, parce que je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on focus notre attention sur certaines choses et pas sur d'autres. Peut-être qu'avoir l'avis d'un proche ou d'un tiers neutre, quand on a déjà commencé le travail et qu'à un moment, on se sent un peu sur un plateau, on n'a plus l'impression d'avancer, c'est peut-être que finalement, on n'arrive plus à refocaliser l'attention sur ce qui est fait ou pas fait. Complètement. Alors, moi, je mettrais juste en garde sur une chose, ça peut paraître plus simple, on se sent plus en confiance parfois avec certains proches, mais ce sont pas les meilleurs conseillers. Tout simplement parce que chaque personne qui nous connaît vraiment projette une image fantasmée qu'ils ont de nous-mêmes. Et ils ont envie de nous voir d'une certaine façon parce que en réalité, notre cerveau est très égoïste et c'est dans cette façon-là qu'on leur apporte le plus de satisfaction. Ouais. Donc, ils ont tendance à vouloir orienter les conseils pour nous mener vers la façon dont eux, ils ont une représentation de nous. Et d'ailleurs, quand on fait de l'accompagnement, c'est une posture qui est fondamentale de neutralité. J'aime pas ce terme-là parce qu'on n'est jamais neutre dans l'absolu, mais en tout cas de laisser la liberté à l'autre de pouvoir être qui il a envie d'être et de ne pas tendre à essayer d'influencer l'individu à aller dans une direction que nous on lui projette. Et c'est pour ça que pour le coup, quand on est bloqué entre soi et soi, et encore une fois de plus, c'est fondamental. On est des êtres sociaux. C'est de vraiment avoir ce réflexe d'aller se tourner vers des personnes plus neutres, éventuellement formées ou pas, mais en tout cas des personnes beaucoup plus neutres pour éviter la projection.
Du coup, effectivement, je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée de demander à son conjoint, hein, parce que du coup, il va peut-être nous envoyer là où on veut pas, ou alors on va commencer à voir ou lui faire voir des choses qu'il avait pas forcément envie de voir en fait. Donc c'est ça, la posture dans le couple. Je pense que c'est la posture, comment dire, la pire posture qu'on peut avoir pour guider quelqu'un dans son propre chemin, quoi. Ça me semble une bonne façon de finir. Donc effectivement, se concentrer sur ce qu'on fait, et s'il y a un moment pour amener des petites choses, des petits changements, et si à un moment on est bloqué, faire appel à un tiers, plutôt un tiers neutre, pour essayer de nous enlever les angles morts. Exactement. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager toutes ces réflexions avec toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent. Plaisir partagé, évidemment. Et j'aurai grand plaisir à poursuivre. Ah moi j'ai pas fini mon chemin BMO. Mais oui, de toute façon il y aura effectivement. Moi je vous engage sur les réseaux, je vais le partager, et à aller poser des questions à Guillaume. Il répond toujours avec beaucoup de clarté et d'humour. J'essaye pour la clarté, l'humour, je me prononcerai pas. Oh, si, quand même. Ouais, c'est sympa alors. Un grand merci à toi en tout cas. Merci, à bientôt.